Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire de l'actualité. Au Togo, la question d'un candidat unique de l'opposition divise. Plusieurs candidats souhaitent se présenter au scrutin présidentiel prévu en avril 2015. Les raisons de cette division vous seront expliquées dans ce journal. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo comparaissait ce lundi dans le procès sur la crise post-électorale. Elle est inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État lors des événements qui ont coûté la vie à 3000 personnes entre 2010 et 2011. Gros plan sur le sous-emploi au Sénégal. Selon les chiffres récents publiés par la Banque mondiale, seul un Sénégalais sur 5 serait employé à temps plein. Mais avant de développer ces titres, début de campagne pour les élections présidentielles et législatives au Soudan, le président Omar El-Béchir est candidat à sa propre succession à la présidentielle du 13 avril sous la bannière du parti du Congrès national, le PCN, qui a tenu son premier meeting à Khartoum ce mardi matin. 14 autres candidats sont en lice selon la commission électorale nationale. Les principaux partis d'opposition ont appelé à boycotter les élections comme ils l'avaient déjà fait en 2010. Stratégie de conquête du pouvoir de l'opposition togolaise. À l'allure où vont les choses, une union apparaît fragile eu égard aux dissensions qui les divisent actuellement, comme c'est le cas du Comité d'action pour le renouveau et de l'Alliance nationale pour le changement qui s'accusent mutuellement de compromission à quelques semaines de la présidentielle d'avril prochain. Plus de précisions avec Ibrahim Ndiaye. L'opposition togolaise a un ordre dispersé à quelques semaines de l'échéance présidentielle. Pour l'heure, la possibilité d'une candidature unique de formation de l'opposition semble peu probable. Le comité d'action pour le renouveau accuse l'Alliance nationale pour le changement d'avoir tourné définitivement le dos aux réformes, tandis que le CAR, le comité d'action pour le renouveau, invite la population à choisir entre ceux qui la trompent et ceux qui lui disent la vérité. Pour sortir de l'impasse, de nombreux espoirs sortent sur une réunion organisée par l'opposition ce mardi 24 février afin de trouver une solution. On n'a pas beaucoup progressé. Il y a une réunion. Au thème de cette réunion-là, je pense quand même que nous sortirons un communiqué et puis pour pouvoir donc exprimer notre déception par rapport à cette démarche en laquelle nous croyons et également où nous avons reçu également des appuis des hommes religieux, mais malheureusement de toute façon le même parti qui ne souhaite pas se fondre avec les autres pour créer une dynamique unitaire de toute façon fait obstacle. Plusieurs raisons expliqueraient cette division dont la plupart sont liées aux ambitions personnelles et aux rivalités entre les membres de l'opposition. Dans un premier temps, c'est le point de départ du multipartisme au Togo. Le Togo est rentré en démocratie par le multipartisme. Et les chefs de file ont créé des partis politiques. Et c'est comme ça, c'est parti. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est qu'il y a des rivalités. Tous les chefs de partis sont très intelligents et aucun ne veut se soumettre à l'autre. Aux ambitions personnelles s'ajoute un autre facteur, la transhumance politique. La troisième raison, c'est que l'enjeu politique au Togo est tellement difficile. Nous avons vécu une dictature extrême où nous sommes en train de vivre une dictature à l'extrême. Chacun tire le drap vers lui. Chacun pense qu'il a le meilleur programme. Chacun pense qu'il est le meilleur candidat. Néanmoins, 6 formations politiques ont réussi à trouver pour le moment un terrain d'entente pour une candidature unique en la personne de Jean-Pierre Fabre de l'Alliance nationale pour le changement. La présidentielle est fixée au 25 avril 2015. Dans l'actualité également, les négociations pour un retour à la paix en Libye se compliquent. Le Parlement de Tobrouk a annoncé qu'il suspend sa participation au dialogue organisé sous l'égide de l'ONU. Un nouveau round de discussion doit pourtant débuter au Maroc ce jeudi 26 février. Aucune raison à ce désistement n'a pour l'instant été donnée par les autorités compétentes. Suite du procès Gbagbo en Côte d'Ivoire, comme ses 82 co-accusés, l'ex-première dame est inculpée d'atteinte à la sûreté de l'État. Simone Gbagbo a été entendue ce lundi à Abidjan lors du procès sur la crise post-électorale de 2010-2011. La cour d'assises va chercher à déterminer son rôle dans les violences qui avaient embrasé le pays. Ibra Khadindiaï. Ouverture ce lundi 23 février du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo.
Elle est accusée d'atteinte à la sûreté de l'État dans la crise post-électorale de 2010 à 2011 en compagnie de 82 autres co-accusés à Abidjan. Et déjà, les avocats protestent contre plusieurs points de procédure non respectés selon eux par le parquet. Nous nous réjouissons de la tenue de ces procès qui font place aux exécutions sommaires sur la base des préjugés en Côte d'Ivoire. Des victimes viendront témoigner. Nous viendrons les soutenir et en même temps réclamer une justice inclusive, que tous les auteurs des crimes soient punis. Nous appelons à une mobilisation de nos membres. La justice ivoirienne est souvent accusée d'être une justice des vainqueurs par l'opposition et des organisations de la société civile. Pour Kwame Adjoumani de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, il y a un seul camp devant la barre. Ce procès, pour nous l'avons toujours signifié que c'est un procès que nous qualifions de procès des vainqueurs, parce que la justice des vainqueurs. Parce que pour nous, c'est deux camps qui se sont affrontés, et donc s'il y a à voir, il faudrait bien que ces deux entités soient représentées au procès. Alors, ce que nous constatons, c'est qu'il y a un seul camp qui est toujours appelé là-bas, et ça nous laisse un peu perplexes. Mais nous attendons de voir la fin de tout le procès pour pouvoir vraiment donner un regard sur ce qui s'est passé. Parce que comme vous le constatez aussi, les membres du jury sont des membres qui ont été triés, qui sont tous d'un même temps. Vous l'avez constaté avec nous que dès le départ, il y a eu problème et le président a demandé qu'on refasse. Et c'est pour vous dire que c'est dans la précipitation totale que ce procès est en train d'être mené. Pour nous, il faut la garantie de la défense n'est pas, pour nous, n'est pas complète. Au premier rang du box des accusés figure Aboudraman Sangaré, un compagnon de route politique de l'ancien président Laurent Gbagbo, l'actuel président du FPI Pascal Affi-N'Guessan ou encore le dernier premier ministre Gilbert Akebo sous la présidence de l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo. Et notons d'ailleurs que Laurent Gbagbo, son époux, est quant à lui actuellement détenu à la Cour pénale internationale. Son procès débutera le 7 juillet à La Haye. L'ancien président ivoirien est jugé pour 4 charges de crimes contre l'humanité. Le problème du sous-emploi au Sénégal est aujourd'hui un réel fléau. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme dans son dernier rapport. Le sous-emploi constitue effectivement un problème grave selon cette organisation. Seul un Sénégalais sur 5 travaille à temps plein. Une situation qui devient de plus en plus préoccupante, comme nous l'explique Kekeli Afeto. Le sous-emploi, un grave problème au Sénégal. C'est du moins ce qu'affirme la Banque mondiale dans un récent rapport sur la situation économique du pays. Selon ce rapport, seul un Sénégalais sur 5 travaille à temps plein. Dans les zones urbaines, beaucoup d'individus évoluant dans le secteur informel ont une productivité très faible, tels que les vendeurs de cartes de crédit pour téléphone portable ou les vendeurs de nourriture qui sont présents sur tous les trottoirs. L'agriculture, qui est très saisonnière du fait de sa dépendance des précipitations, emploie 40% de la population. Pour les spécialistes, la résolution de la question du sous-emploi passe nécessairement par l'investissement dans les infrastructures, la maîtrise de l'énergie et la modernisation de l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture du Sénégal est le maillon faible de notre économie. Et il y a des efforts importants de modernisation que l'État du Sénégal doit entreprendre pour permettre à cette agriculture d'avoir les coups de franche pour satisfaire la demande qui s'exprime notamment en riz, qui s'exprime notamment, en oignons, en pommes de terre, en haricots, en blé, etc., etc. Et par rapport à tous ces produits agricoles dont je viens d'énumérer, l'agriculture du Sénégal n'est pas en mesure de répondre efficacement par rapport aux besoins du Sénégal. Et ça, c'est un des points sur lesquels le gouvernement du Sénégal doit s'activer. Les données sur le marché du travail sont limitées. Les informations existantes indiquent que les entreprises du secteur moderne ont réduit leur main-d'œuvre de 1,4% en 2013. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie compte lancer une enquête plus complète sur le marché du travail au Sénégal afin de mieux pouvoir adresser ce problème. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.